Merci de nous donner l'occasion de faire une présentation aujourd'hui sur la gestion de la protection des données RH, données personnelles principalement. On vous propose un format un peu ludique. Donc, on est à trois. On va vous faire une discussion finalement sur la protection des données. Ça ne se veut pas nécessairement des conseils juridiques, ça se veut un cadre. On veut vous expliquer le cadre, vous expliquer un peu l'historique. Nous, on est chez Sigma RH, on est éditeur de logiciels, on manipule des données personnelles. C'est notre vie. Donc, on a appris de deux choses, en fait, de la vie au Québec, mais on a aussi des implantations en Europe. Donc, on vit avec la RGPD. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc, je vais vous introduire en premier mes deux collègues qui sont avec moi. Donc, il y a Chloé Vadet, qui est consultante SIRH chez Sigma à Montréal. Donc, bonjour Chloé. Bonjour Patrice. Et Marc-Antoine Carlet, qui est responsable de l'expérience client chez Sigma RH, mais plutôt associé au bureau parisien de Sigma. Donc, bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Donc, je pense que ça va être intéressant de discuter en long et en large de confidentialité de données personnelles. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Allons-y. Ça marche. Donc, l'univers des renseignements personnels et des RH, vous le savez, là, tout le monde travaille avec des données confidentielles. Vous le faites au quotidien. Vous allez, les gens aux ressources humaines, vous manipulez des données qui sont ultra sensibles. Puis, il y a des nouveaux projets de loi qui arrivent dans l'actualité. Et il y a un contexte, le contexte historique du RGPD dont on va parler. Donc, on veut parler également des types de risques et de l'origine des risques. Donc, le contexte, là, aujourd'hui, on parle il y a un projet de loi, le PL 64, puis le projet de loi C11, mais tout ça, ça arrive du RGPD. Marc-Antoine, en France, qu'est-ce que ça a changé, le RGPD? C'est quoi le RGPD, puis qu'est-ce que ça a changé là, rapidement? OK, rapidement, l'objectif de la RGPD, finalement, c'est d'harmoniser les pratiques en matière de protection des données au sein des pays européens. Donc, ça touche les pays européens, les pays qui sont implantés en Europe, mais également les pays qui sont à l'extérieur, mais qui travaillent avec l'Europe. OK. Nous, chez Sigma, on a été impactés beaucoup parce qu'on a déployé nos solutions logicielles qui contiennent des données personnelles en Europe. Puis on a été contraints de différentes façons de respecter finalement la réglementation de ce côté-là. Puis ça apporte une vraie sensibilisation sur les données personnelles, finalement, la protection des données personnelles. On le faisait, mais là, on voit que ça s'introduit finalement dans toutes les entreprises. Puis là, aujourd'hui, si on peut essayer de vous amener à quelque part, ce qu'on aimerait, c'est que les RH prennent leur place dans la protection des données personnelles parce que c'est trop souvent laissé aux services informatiques uniquement. On voit que les entreprises qui réussissent le mieux, c'est des entreprises qui combinent et les RH et les services informatiques sur la protection des données personnelles. Donc, ils font équipe pour protéger les données personnelles. Ce n'est pas juste une question de système, c'est une question de sensibilité, puis de communication, puis de gestion de changement. Donc, si on réussit à à vous sensibiliser pour que vous preniez le temps de prendre connaissance des nouvelles réglementations qui arrivent, puis de la responsabilité que vous avez là-dessus, ça serait vraiment super. Donc, on y va sur c'est quoi des renseignements personnels finalement? Effectivement. Dans un premier temps, c'est très, très important d'identifier ce qu'est une donnée personnelle. Donc, la définition, une donnée personnelle, c'est une information qui concerne une personne physique. Cette information, elle peut être identifiée directement ou indirectement. Donc, directement, ça peut être le nom, le prénom, l'adresse mail d'un collaborateur. Et indirectement, on va parler par exemple d'une adresse IP qui permet de remonter jusqu'à la personne identifiée. Alors, il est important également de faire une autre distinction. On va parler de données sensibles parce que toutes les données personnelles ne sont pas forcément sensibles. Donc, une donnée sensible, c'est une donnée qui va toucher à des informations qui peuvent donner lieu à des discriminations ou des préjugés. Donc là, on parle d'opinion politique, de sensibilité religieuse, par exemple. OK. Chloé, au Québec, est-ce que toi, dans les implantations que tu as fait, ou en tout cas avec les différents clients que tu as intervenus dans les dernières années,
Est-ce que tu vois une sensibilité vis-à-vis justement de ces renseignements personnels-là? Oui, totalement, Patrice. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, nos clients sont de plus en plus préoccupés et conscients de cette notion de données personnelles. Au quotidien, dans les implantations, on a beaucoup de réflexions qui se posent autour du système, à savoir quelles données on va inscrire dans le système, quelles données doivent s'afficher dans le dossier d'employé, quelles données doivent être partagées aussi avec les différents intervenants et parties prenantes qui vont avoir accès au système. Et je vous dirais que cette prise de conscience est encore plus ancrée et préoccupée. Et les gens sont pas mal plus préoccupés finalement pour les entreprises qui ont en tout cas des entités ou des entreprises sur le continent européen. OK. Ben, merci. Ben, nous, en tout cas, effectivement, quand on implante les logiciels, si on a des clients au Canada qui ont des sociétés en Europe, ben, il faut savoir qu'on doit respecter le RGPD, même si on est ici, on héberge les données. Le Canada a le droit, dans le cadre du RGPD, on a le droit d'héberger des données en Europe pour des employés européens. On peut les héberger dans un pays tiers. Le Canada, dans un pays tiers sécuritaire, sur une liste finalement autorisée par l'Union européenne. Le Canada en fait partie, mais les entreprises européennes sont très hésitantes à maintenant sortir les données même d'Europe. Pour différentes raisons, il y a des lois américaines qui peuvent être un peu agressives pour venir chercher des données. Donc, mais on n'abordera pas nécessairement ce sujet-là aujourd'hui. Donc, en plus, c'est ça des renseignements personnels, c'est la pratique. Il y a des principes de protection de données personnelles dans le code de déontologie de l'ordre des CRHA et des CRIA. Exactement. On a 4 principes aujourd'hui, Patrice, de protection en fait, de données dans le code de déontologie de CRHA. Dans le premier, en fait, on indique que tous les professionnels sont responsables des données personnelles et confidentielles, finalement, qui lui sont confiées. Est-ce que, Patrice, tu peux nous expliquer rapidement la différence entre une donnée un renseignement personnel et confidentiel? Ben, en fait, il y a des renseignements confidentiels qui ne concernent pas nécessairement les personnes, finalement. Là. Ça peut être des secrets d'entreprise, des brevets, des stratégies d'organisation. Donc, ça, c'est une partie, mais il y a la partie renseignement personnel qui nous concerne plus aujourd'hui. C'est vraiment là-dessus qu'on veut se concentrer. Au deuxième point, on voit que finalement, si le partage de renseignements s'assure, c'est que c'est fait avec prudence. Donc, si le professionnel doit partager en fait les renseignements personnels auxquels il a accès, il doit vraiment le faire avec une grande prudence. Et le professionnel RH, qui est notamment, lui, détenteur de beaucoup de renseignements personnels, doit s'assurer aujourd'hui de le partager avec prudence. Si jamais il n'a pas la compétence nécessaire pour le partager avec prudence ou pour gérer ce type de données personnelles-là, alors on lui conseille finalement de se faire épauler par un conseiller qui pourrait être en mesure et avoir les compétences de l'accompagner là-dessus. Ça me fait penser, Marc-Antoine, notamment dans le cadre de la RGPD, on parle d'un responsable des données personnelles. Exactement. L'objectif de ce principe, c'est que pour pouvoir protéger des données, il faut avoir la connaissance et les compétences pour le faire. Donc, au niveau de la RGPD, on a une norme sur ce sujet qui permet d'avoir un interlocuteur privilégié, on va en parler juste après, qui est le responsable de protection des données. Maintenant, le principe reste assez simple. Si au Canada, l'entreprise n'a pas les connaissances et les compétences nécessaires pour protéger les données, elle peut se faire épauler, conseiller par une entreprise tierce. Merci. Et puis, finalement, pour le dernier point, on dit que chaque professionnel doit être garant et responsabilisé, finalement, car en risque éventuel de fuite de données, en tout temps, il doit en référer à qui de droit aussi. Donc, on indique ici que c'est de la responsabilité de tous aujourd'hui d'être en alerte sur des fuites éventuelles de perte de données et de données personnelles pour pouvoir, en fait, faire remonter rapidement à qui de droit cette information. C'est intéressant parce que tout ça, ça va venir s'attacher au PL 64, qui est le projet de loi qui va faire évoluer la protection des données personnelles au Québec. Puis c'est vraiment, je pense qu'on va vraiment pouvoir attacher le code de déontologie et le projet de loi, là, ça s'associe très bien. Donc, on enchaîne. C'est quoi les principales menaces qu'on retrouve
sur les données personnelles. Donc, on entend beaucoup on entend parler au bulletin de nouvelles, c'est les attaques externes dont on entend parler. Donc, les fuites de données massives, là, les attaques informatiques, soit sur des données confidentielles, sur des données personnelles. Donc, je n'aimerais pas de société, il y en a trop, puis tout le monde est exposé à ça. Donc, il y a quand même, on en entend beaucoup parler, mais ça représente 35% des attaques, des fuites de données. En fait, il y a 65% des fuites de données qui proviennent de l'interne, mais qui sont souvent pas par malveillance, c'est souvent par négligence ou par inattention, puis par l'utilisation d'outils informatiques assez basiques. Puis on va le voir un peu plus loin, mais l'utilisation de courriels, les erreurs sur les courriels. D'ailleurs, si on prend des statistiques récentes, il y a 800 courriels 800 courriels par 1000 employés qui sont envoyés à la mauvaise personne dans une année. Donc, imaginez que vous travaillez au RH puis que vous envoyez des courriels, mais que vous envoyez des courriels contenant des données qui peuvent identifier une personne, qui peuvent identifier des informations personnelles, puis vous l'envoyez à la mauvaise personne, bien, vous venez de faire une microfuite de données personnelles. Donc, là, on ne parle pas d'envoyer un rapport contenant tous les numéros d'assurance sociale avec les adresses, puis les numéros de téléphone, puis le salaire, mais ça pourrait arriver. Donc, on envoie le courriel à la mauvaise destination, puis là, on se retrouve avec un problème énorme. Donc, on voit que, par contre, c'est pas souvent c'est plutôt des erreurs, des erreurs humaines que des mauvaises intentions, mais il reste des mauvaises intentions là-dedans. Donc, il faut quand même essayer d'éviter les erreurs humaines en se protégeant autour de ces systèmes-là et en mettant des processus en place pour assurer la protection. On ne pourra pas plaider les erreurs humaines tout le temps dans le cadre de PL64. Il faut mettre en place des systèmes qui nous aident à nous protéger, puis des processus qui nous aident à nous protéger. Donc, j'espère qu'on a mis la table un peu sur le sujet d'aujourd'hui. On va enchaîner sur la réglementation actuelle. On en a parlé un petit peu, puis on n'en parlera pas toute la présentation, mais il faut vraiment faire un lien entre le RGPD européen puis le projet de loi 64 du Québec. Le projet de loi C11 qui concerne plutôt les particuliers. Mais donc, on va vraiment se concentrer sur le PL 64 aujourd'hui. Le RGPD, Marc-Antoine, c'est arrivé quand? Qu'est-ce que ça... Tu peux nous donner les grandes lignes, puis après, on va passer vraiment dans le PL 64 en quelques minutes, puis ensuite, on va parler de bonnes pratiques. Très bien. On le disait précédemment, l'objectif de la RGPD, c'est vraiment d'harmoniser. Donc, ce ne sont pas forcément de nouvelles pratiques, puisque souvent, c'est des pratiques qui existaient déjà, mais le but était vraiment d'harmoniser les pratiques au sein des pays européens. Réellement, en termes de dates, si on va donner quelques dates clés, la loi a été votée en 2016. Donc, il est important de préciser que depuis 2016, cette loi a été votée et finalement, l'application a eu lieu en 2018. Il y a quand même eu un laps de temps pour pouvoir se préparer, s'organiser, que ce soit au niveau process, sensibilisation, mais préparer les équipes au passage à la RGPD. OK, donc, mais ça a changé quand même beaucoup de choses. Là. Ça a sensibilisé tout le monde sur la protection des données personnelles. On en a parlé tout à l'heure, puis là, on va en parler. Le responsable de protection des données, pour nous, c'est un quotidien quand on parle des entreprises européennes aujourd'hui. J'imagine que ça va être notre quotidien dans les deux, trois prochaines années partout au Québec, en tout cas initialement. Après, on va voir ce qui va se passer ailleurs au Canada. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi un responsable de protection des données, s'il te plaît, Louis? Non, c'est Marc-Antoine, excuse-moi. Peut-être? Oui, ça c'est plus mon domaine, effectivement, puisque le responsable de la protection des données, c'est l'interlocuteur privilégié. C'est l'interlocuteur qui aura la connaissance, on parlait de connaissance et de compétences précédemment, donc c'est l'interlocuteur qui aura la connaissance et qui pourra évangéliser justement la notion de protection des données au sein de l'entreprise, d'une part en termes de sensibilisation, mais aussi pour s'assurer que les règles sont mises en place et que tout est sous contrôle, en maîtrise, mais également, c'est l'interlocuteur privilégié pour l'extérieur. Donc demain, si vous avez un client, une entreprise donnée qui vous pose des questions sur la protection des données, c'est l'interlocuteur qui pourrait y répondre et donner quelques exemples sur le fonctionnement de votre entreprise. Le responsable de la protection des données dans le PL 64, on mentionne même, en tout cas, il y a plusieurs recommandations là-dessus. Ils disent que
ça pourrait être même le président de l'entreprise ou le grand responsable de l'entreprise qui soit le responsable de protection des données, qui ensuite va déléguer sa responsabilité à une personne dans l'organisation. Mais c'est pour montrer que l'importance là, de la protection des données personnelles, il faut que ça parte de tout en haut. Puis ensuite, il peut déléguer cette responsabilité-là, mais officiellement, c'est cette personne-là qui est responsable. Donc, en France, on parle vraiment de délégué en France, de délégué de la protection des données. On ne parle pas de responsable. Donc, c'est vrai que ça rejoint cette notion de la responsabilité est au plus haut de l'entreprise. Au Québec, on parle de délégué, de responsable qui va permettre de déléguer. Donc, c'est transparence à l'égard des incidents de confidentialité. Quelles sont nos obligations de ce côté-là dans le PL 64? De notre côté, concernant la transparence, l'idée, c'est vraiment en fait aujourd'hui dans le projet de loi, lors de la survenance d'incidents de confidentialité qui pourraient remettre en cause une fuite de renseignements personnels, ce serait d'obliger les entreprises à divulguer ces fuites auprès, bien évidemment, des personnes concernées, mais également, en fait, d'en aviser la commission d'accès à l'information pour justement, en fait, que tout le monde soit conscient de cette perte de données potentielles et puis mener a posteriori également des analyses après pour éviter que ces sujets ne se reproduisent. Donc, il ne faut pas que ça reste secret. Là. Il faut vraiment, quand il y a quelque chose qui arrive, il faut le divulguer pour que tout le monde soit capable de se protéger par la suite de l'information qui a été diffusée. Exactement. Okay. Pour pouvoir être transparent finalement à l'égard des incidents, il va falloir avoir la connaissance et de savoir qu'il y a eu un incident. Donc, on parle ensuite de mesures de sécurité pour pouvoir assurer la protection des renseignements. Une entreprise, finalement, est amenée à avoir plusieurs outils, plusieurs systèmes pour pouvoir fonctionner, être efficace. Et puis, il est très, très important d'avoir des systèmes sécurisés, d'assurer d'avoir le contrôle sur ces systèmes et que les données au sein de ces systèmes soient sécurisées. Donc, c'est une obligation, ça, maintenant, de mettre en place des systèmes informatiques ou des systèmes qui sécurisent les données, les renseignements personnels. Donc, c'est pas juste un vœu, là, c'est une obligation. Ensuite, il y a des sanctions administratives importantes qui sont liées à PL 64. On parle quand même de 10 millions de dollars canadiens maximal de pénalité ou 2 % de chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, c'est quand même majeur. Ça peut avoir des impacts vraiment financiers importants s'il y a une négligence sur la protection des données personnelles dans l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment un point à suivre. Ensuite, il faut s'assurer d'anonymiser les renseignements personnels et de les détruire. Oui. Au sein du cycle de vie de l'entreprise, on va récupérer énormément de données personnelles. À l'instant T, éventuellement, on a un besoin pour pouvoir travailler d'avoir des données personnelles sur un candidat, par exemple, ou un autre salarié. À partir du moment où ces données ne sont plus nécessaires, à une période d'inactivité, par exemple, de l'employé, ou un candidat qui n'a pas été retenu après plusieurs années, il est important de pouvoir d'identifier et de pouvoir détruire ces données, mais également d'anonymiser les renseignements personnels. À l'ère du temps, on parle beaucoup de données, on parle de big data, on parle de statistiques qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin. On parle d'intelligence artificielle, puisque en fonction des statistiques, on va agir différemment. Donc, il est important d'avoir des données, mais en termes de protection de ces données, on peut les anonymiser. On peut les conserver en termes de statistiques, mais on doit les anonymiser pour pouvoir conserver la protection des collaborateurs et des intervenants. Parce que la solution facile aujourd'hui, c'est de dire on détruit les données qui contiennent des renseignements personnels dont on n'a plus besoin. Mais dans la vie de l'entreprise, ces données-là, souvent, même surtout au RH, l'historique qui nous procure des statistiques, on ne veut pas le supprimer. Donc, il va falloir se trouver des solutions. Donc, une des solutions, c'est l'anonymisation complète des informations. Donc, une personne quitte l'organisation, on va anonymiser son dossier d'employé pour qu'on soit plus capable d'identifier qui est cet employé-là après un certain temps. Là, on est d'accord. Maintenant, ce certain temps-là n'est pas défini dans toutes les sphères. On sait qu'il y a une obligation de suppression, par exemple, en Europe, on est à 3 ans, je pense, au niveau du CV. Donc, on peut conserver un CV pendant 3 ans. Après, il faut demander l'autorisation pour pouvoir le conserver. On va voir ici comment ça va se définir exactement, mais ça va assez loin. On va même
en tout cas, à se questionner. On voit des questionnements aujourd'hui. Est-ce qu'on doit conserver des gens qui punchent, qui ont des cartes de punch de temps quand ils arrivent dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut conserver les entrées, sorties des employés et pendant combien de temps on peut les conserver? Leur retard, est-ce qu'on peut les conserver? Donc, il y a un certain droit à l'oubli qu'on va rencontrer. Donc, c'est des sujets là, qui vont arriver, qui vont être vraiment mis sur la table. C'est pour ça que c'est vraiment important que les RH s'impliquent vraiment de ce côté-là. Ensuite, protection pour les employés dénonçant une infraction. On en a un peu parlé tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, finalement. On parlait de transparence lors de la survenance d'incidents. L'idée, c'est aussi d'aller protéger finalement ces employés qui seraient amenés à dénoncer ces infractions pour justement inciter les professionnels à remonter tous ces potentiels incidents en toute sécurité et sérénité et éviter justement que ça ne se reproduise. Oui, donc c'est important que quelqu'un qui fasse une divulgation n'ait pas de mesures. De représailles. Qu'il n'y ait pas de représailles, oui, effectivement. Et finalement, le droit à l'effacement, on en a parlé un peu, là, mais c'est de dire, ben, moi, j'ai envoyé, on reprend des exemples RH, j'ai envoyé mon CV dans telle entreprise, je veux absolument qu'ils effacent mes données, je pourrais exiger un effacement de données. Je ne sais pas exactement comment la loi va définir ça, mais il y a des demandes d'effacement d'informations personnelles que vous pourriez recevoir à travers le temps. Bon, donc c'est super tout ça. On voit la loi, on voit un petit peu le contexte. Maintenant, c'est quoi les problèmes courants qu'on rencontre? En fait, on les a définis, nous, en 5 catégories. Là, la collecte de données, la manipulation de données, l'accès aux données, la diffusion de données, puis la conservation des données. Donc, c'est 5 actions qu'on fait continuellement au niveau RH. En tout cas, on fait continuellement, on travaille continuellement avec des données personnelles. Donc, comment on fait ça? Puis c'est quoi les problèmes courants qu'on rencontre vis-à-vis de ça? Là, un des problèmes le plus courant et qui va changer, à mon avis, le plus la vie des gens au cours des prochaines années, c'est le fameux envoi de courriel qui contient des informations. Pas toujours, on n'a pas l'impression toujours que c'est super confidentiel, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, Claude? Effectivement, Patrice, tu disais que ça allait changer la vie des gens et encore plus, qui plus est des RH. Aujourd'hui, dans la fonction RH, l'écrit permet de tracer, de formaliser des faits, de faire des constats. Donc, c'est important aujourd'hui d'aller tracer toutes les informations pour pouvoir se couvrir aussi à un certain moment dans la fonction. Et on a tendance, en fait, de le faire de plus en plus par courriel. Il faut quand même être conscient, finalement, des risques pris avec ce moyen de communication-là, puisque finalement, ce moyen de communication n'est pas toujours sécurisé. On va pouvoir l'envoyer à un destinataire qui, lui, peut-être va avoir accès à cette information confidentielle qu'on va envoyer, mais va pouvoir finalement être le début en fait d'une brèche parce que ce destinataire va peut-être le renvoyer encore à une autre personne qui va faire des impressions écran. Donc, il faut vraiment faire attention finalement à cette manière de communiquer et d'envoyer des informations confidentielles et personnelles. Bien évidemment, on se pose toujours la question de dans quelle mesure j'envoie une information confidentielle aussi. Donc, c'est là où est un peu finalement la difficulté au quotidien des services ressources humaines d'aller trouver finalement la bonne balance entre j'envoie d'une information confidentielle par courriel et quel est le risque que je cours derrière aussi. Ouais, de plus en plus, en fait, il y a plusieurs choses. On ne peut pas entrer dans le technique aujourd'hui au niveau informatique parce que ce n'est pas l'objectif, mais il y a des façons de sécuriser les courriels à l'interne en mettant des certificats de sécurité sur des échanges de courriels dans la même organisation, ce qui au moins assure l'encryption de bout en bout là, dans tout l'échange de données. Peut-être une des façons, en tout cas, les plus simples, c'est d'intégrer peut-être, au lieu d'attacher votre courriel à votre message, d'attacher le fichier dans votre message, mais plutôt d'intégrer un lien qui pointe vers le réseau qui, lui, va sécuriser l'accès aux données. Donc, si vous envoyez un lien, mais vous faites une erreur, vous envoyez un des 800 courriels sur 1000 employés par erreur à la mauvaise personne, il reçoit un lien, il clique dessus, il n'y a pas accès, donc il est bloqué, il n'y a pas accès à l'information personnelle. Mais il y a plein de choses, mais l'envoi de courriel, c'est vraiment au RH, là, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Puis, on voit apparaître dans les SIRH, entre autres, dans les systèmes d'information de ressources humaines, des messageries sécurisées de plus en plus. Donc, vous allez commencer à échanger des informations RH
dans votre système RH. Donc, vous ne passerez pas par Outlook, vous allez passer par votre messagerie sécurisée. Puis vous allez, les dossiers qui sont échangés là-dedans sont sécurisés selon les droits d'accès qui sont donnés dans votre système RH. Donc, c'est une couche de plus. Ça peut paraître gros, mais quand vous échangez avec Revenu Québec aujourd'hui, vous allez sur ClickSecure, vous vous identifiez, puis vous échangez des courriels par ces messageries privées-là, finalement. Et on voit apparaître de plus en plus de messageries privées qui concernent les données RH parce que c'est vraiment des données personnelles qui sont échangées énormément. Donc, vous pouvez donner accès à ces messageries privées-là, peut-être à des gens de l'externe, mais vous allez savoir à qui vous l'avez donné, vous allez garder une traçabilité de qui a ouvert le mail, qui l'a lu, est-ce que vous permettez de le transférer. Bref, on n'ira pas trop dans le détail, mais dans votre courriel, c'est un sujet vraiment important. Exact. Une autre pratique que l'on rencontre qui peut mettre à risque les données, c'est le fait d'avoir des systèmes de gestion multiples. Il y a une période où on avait de plus en plus d'outils. On a besoin d'une fonctionnalité, on a un outil qui fait cette fonctionnalité, on peut intégrer cet outil. Et finalement, on se retrouve avec une architecture SI qui est extrêmement large, avec des difficultés, d'une part, pour gérer la sécurité des utilisateurs. On peut avoir des employés qui quittent l'entreprise. Est-ce qu'ils ont toujours accès à ces outils? Mais également la gestion des données qui sont partagées parmi plusieurs outils et qui doivent communiquer entre eux au niveau d'interfaces, d'outils qui permettent de transférer des données. Et finalement, ça met à risque la donnée parce qu'elle peut être, d'une part, dans un outil qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir cette donnée, et des utilisateurs, eux, qui peuvent accéder, même s'ils ne sont plus partie de l'entreprise. Ça, c'est la même chose que dans une maison, si vous avez installé 10 portes et que vous avez 10 verrous, puis vous distribuez des clés, à un moment donné, on peut oublier qu'on a donné une clé sur une certaine porte à une personne. Donc, plus vous avez de systèmes d'information qui contiennent des données RH, donc vous avez un ATS pour la gestion des recrutements, vous avez un logiciel de gestion de temps, un logiciel de paye, un logiciel de gestion administrative générale, un logiciel de gestion de talent, un logiciel de gestion d'accidents de travail, relations de travail, nommez-les. Si vous avez plusieurs systèmes comme ça, vous avez plusieurs portes à votre maison avec plusieurs clés qui sont en circulation. Et là, vous commencez à essayer de gérer ces accès-là et ça devient vraiment problématique. Donc, c'est certain que une des solutions, c'est de diminuer le nombre de systèmes qui contiennent des informations personnelles pour être capable de gérer la porte d'entrée le plus simplement possible et de garder une traçabilité constante là-dessus. Exactement. Autre point aussi intéressant qui recoupe finalement avec les deux précédents, ça va être le travail sur les fichiers Excel. On le sait aujourd'hui et on le voit au quotidien. Avant la mise en place d'une solution, la majorité des RH travaillent sur des fichiers Excel qui sont déposés sur des emplacements communs, plus ou moins sécurisés. Là, déjà, cette pratique est à risque et de par, en plus, la fonction RH, ces fichiers sont globalement remplis d'informations personnelles, des NAS, des adresses, des noms, des prénoms qui vont permettre d'identifier des personnes. Et qui plus est, chaque gestionnaire aujourd'hui pourrait avoir des informations personnelles. Aujourd'hui, parfois, on le voit dans les pratiques courantes, quel gestionnaire n'a pas demandé la liste de ses employés avec le répertoire pour avoir sa petite liste sur un fichier Excel. Et c'est très facile aujourd'hui d'envoyer par courriel justement ce fameux fichier Excel contenant toutes ces informations personnelles sur les employés. Donc, autre pratique à risque aussi. Et puis, tu parlais finalement, Patrice, des différentes portes avec les différentes clés, etc. On démultiplie le nombre de fichiers Excel sur lesquels on travaille et finalement, ça ouvre encore plus de risques aujourd'hui, le fait d'avoir plein de fichiers. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recenser le nombre de fichiers Excel sur lesquels on a des informations personnelles et sur lesquels on travaille au quotidien? C'est pas mal tous ces points-là aujourd'hui qui sont des pratiques à risque et qui doivent nous mettre en alerte dans la fonction RH. Effectivement, parce qu'on sait tous que le logiciel RH le plus utilisé, c'est Excel RH. Donc, on trouve des fichiers Excel qui contiennent des données RH partout. Ça ne respecte pas du tout les règles, un des 7 points de PL64, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui sécurisent les données. Finalement, il y a l'impression de documents sur papier également, évidemment. Tout le monde on l'a fait dans le passé, on le fait de moins en moins, mais ça se fait encore. Et maintenant, il y a un nouveau risque là,
qu'on a découvert au cours de la dernière année. Tout le monde a vu apparaître derrière son écran pendant une conférence quelque chose de bizarre que vous auriez aimé pas montrer. Et là, vous pouvez aussi des fois avoir partagé votre écran avec des données qui étaient confidentielles finalement, parce que comme vous travaillez avec des données confidentielles tout le temps, vous en avez beaucoup à l'écran. Donc, on partage notre écran. Ah, excuse-moi, j'ai partagé le mauvais écran. Donc, c'est des pratiques qu'il va falloir vraiment faire attention à dire, OK, je m'assure de partager le bon écran parce que une impression d'écran est si vite arrivée. Et tout d'un coup, il y a du partage de données qui se fait sans le vouloir. Donc, ça se trouve être une erreur humaine encore. OK, donc, c'est super tout ça. C'est quoi les meilleures pratiques pour protéger les données? Donc, on a évidemment processus, outils informatiques, formation des employés. Je pense que ça, c'est vraiment au cœur du sujet. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu? En termes de processus, il est très important d'avoir en tête que la protection des données, c'est quelque chose qui évolue et qui est extrêmement dynamique. Que ce soit en termes de processus, puisque le processus évolue pour pouvoir gagner en efficacité dans l'entreprise, mais également en termes de réglementation de la protection des données. Donc, la première étape, finalement, c'est d'auditer les pratiques. Quelles sont les pratiques? Quels sont les processus utilisés pour par exemple, le recrutement, la gestion des talents? Quels sont les processus? Quels sont les acteurs? Quelles sont les données qui sont utilisées? Ensuite, quels sont les outils que l'on utilise? Est-ce que ces outils sont sécurisés? Donc, ça permet d'une part d'auditer les pratiques et de ressortir des axes d'amélioration. Donc, on passe à l'étape suivante qui est améliorer. On identifie un plan d'action que l'on va décliner au sein de l'entreprise et puis on va partager en sensibilisant, en informant les collaborateurs et les personnes qui sont directement impliquées. Okay? Une fois ce plan d'action identifié, le plan d'action va intervenir sur des process, sur la manière de travailler, sur les outils. Est-ce que nos outils sont sécurisés? Est-ce qu'on a besoin de certification, ce genre de choses, mais également sur la formation, puisqu'il va falloir sensibiliser, on parle de conduite du changement, mais vraiment donner cette sensibilisation à la protection des données à l'ensemble des collaborateurs. Une fois le cycle arrivé au bout, on recommence, puisque effectivement, le but, c'est qu'on soit en amélioration continue au niveau de la protection des données. Je pense que ça a l'air. Je pense que ça, c'est un aspect très, très important qu'il va falloir introduire dans la pratique au niveau des services RH, c'est-à-dire, OK, on va se faire un comité ou des responsables de la protection des données personnelles, puis on analyse tout le temps comment on gère aujourd'hui les données personnelles, qu'est-ce qu'on doit améliorer comme pratique. Donc, l'audit, amélioration, sensibilisation, donc communiquer énormément. Et mise en place de processus, d'outils et de formation pour appuyer ça, effectivement. Exact. On parlait de responsable de protection des données. Il est très important que ce responsable participe et soit vraiment le meneur dans le cadre de ces axes d'amélioration. C'est lui qui va donner la direction. Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger? Quelle est la réglementation? Quelles sont les bonnes pratiques de l'entreprise? Et ensuite, est-ce que le plan d'action répond effectivement à cette direction qui a été donnée? OK, merci. Donc, meilleure pratique de gestion de données, comment on fait? On a 5 sujets. Saine gestion des droits d'accès. Il y en a certains qu'on a effleurés jusqu'à présent, mais saine gestion des droits d'accès aux données, processus de collecte de données, cadre pour manipuler les données, cadre pour échanger et partager les données, puis le cadre pour conserver et détruire les données. Donc, on va les prendre un par un, puis on va essayer de mieux comprendre quelles sont les meilleures pratiques qu'on doit mettre en place, qu'on doit rapidement commencer à développer des réflexes, commencer à mettre en place des formations pour communiquer, se sensibiliser à ça parce que c'est un gros changement. On est mieux de le commencer tout de suite. Donc, on y va. C'est une gestion de droit d'accès aux données. Effectivement, sur cette partie, c'est une gestion des droits d'accès aux données. On a plusieurs, on va dire, sujets autour de ça. Déjà, pour commencer, et on l'a effleuré depuis le début, c'est vraiment aller limiter les accès à la donnée acquis de droit. On va donner accès au minimum de personnes et on va effectivement en fait limiter aux seules données requises aussi les accès. Aujourd'hui, on a un angle de questionnement qui pourrait se dire est-ce que mes gestionnaires doivent voir réellement toute la fiche de mon employé? Est-ce que tout mon service RH, par exemple, doit avoir toutes les données de mon dossier employé au quotidien? Est-ce que mon service formation doit nécessairement connaître le NAS de mon employé?
Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour pouvoir finalement, dans le cadre des bonnes pratiques, aller diminuer naturellement l'accès aux données. Également, on retrouve finalement l'accès seulement si nécessaire pour effectuer les tâches. Ça, on vient d'en parler. Puis aussi, la partie en fait de limitation de la collecte de données personnelles. On parle depuis le début du processus de recrutement, notamment parce que finalement, c'est là où on va aller récupérer quand même pas mal de données personnelles. On pourrait imaginer finalement dans un processus de recrutement, lorsque la personne postule, on va lui demander d'aller finalement répondre à un questionnaire. Dans ce questionnaire, on pourrait limiter finalement les données qu'on lui demande de saisir, à savoir justement uniquement peut-être ce qui est nécessaire pour pouvoir gérer sa candidature et ne pas aller trop loin. On va lui demander son nom, son prénom, et puis on va lui demander de parler de ses compétences peut-être, mais on va peut-être aller éviter d'aller lui demander d'autres informations qui pourraient aujourd'hui être de la collecte de données personnelles et qui ne vont pas forcément être pertinentes dans un processus de recrutement, du moins dans la phase en tout cas de candidature. Donc c'est toutes ces pratiques-là qui vont être intéressantes pour aujourd'hui aller naturellement éliminer de la récolte de données personnelles et éviter en fait de se mettre à risque sur cette conservation de données aussi. C'est certain que ça va beaucoup avec les systèmes qui sont en place. Là, il faut idéalement, en tout cas PL 64 demande de limiter au maximum. On commence en disant qu'une personne a accès à rien et ensuite on dit à qu'est-ce qu'on lui donne accès. Donc on le prend à l'envers au lieu de dire OK, je te donne accès, attends, je vais t'enlever des fonctionnalités ou des accès à des données. Ben, c'est le contraire. On dit je te donne accès à rien, à quoi tu as besoin et on valide à chaque donnée. OK, tu as besoin de telle liste de collaborateurs parce que tu fais la planification d'une équipe, c'est bien. Puis tu as une autre équipe que c'est tes employés, tu fais leur entretien annuel, leur évaluation de rendement. Donc, dans la partie évaluation, on a peut-être accès au salaire. Dans la partie planification, on n'a pas à avoir accès au salaire des employés qu'on planifie, mais on a à avoir accès au salaire des employés sur lesquels on évalue le rendement ou qu'on propose une augmentation salariale. Donc, il faut que vos systèmes soient capables d'affiner énormément les droits d'accès, mais il faut les donner avec parcimonie, puis avoir des systèmes qui sont capables, après un certain temps, d'enlever des droits d'accès automatiquement ou des choses comme ça. Ça se mélange avec les services informatiques, mais il faut vraiment que vous ayez une conscience de ça parce que oui. vous manipulez des données personnelles tout le temps. Exactement, Patrick. Pardon, vas-y. Tu parlais tout à l'heure de prévoir en fait des systèmes qui permettent en fait d'aller définir par exemple la durée d'accès aux données et le cas fréquent en fait dans les organisations aujourd'hui des personnes qui vont être amenées à changer de fonction dans l'organisation. Comment est-ce qu'on s'assure que la personne qui dans sa fonction précédente avait potentiellement accès à des données personnelles n'a plus accès dans le cadre de ces nouvelles fonctions aujourd'hui à ces accès-là? Donc, bien s'assurer que tous les systèmes auxquels elle avait accès ou tous les fichiers Excel auxquels elle avait accès jusqu'à présent, en tout cas, ne sont plus disponibles pour elle. Ça, c'est vraiment dans les bonnes pratiques aussi. Et attention aussi aux champs libres dans les systèmes, peu importe, lorsqu'on récolte, par exemple, des informations, des CV, on parlait d'entretien tout à l'heure, attention aux champs libres et aux champs commentaires qui peuvent, malgré nous aussi, être source de récolte de données parce qu'on va laisser la possibilité aux candidats, par exemple, d'aller inscrire des informations qu'il juge nécessaires, lui, pour finalement déposer sa candidature. Et au final, on va aller là aussi potentiellement se mettre à risque à récolter de la donnée personnelle. En complément peut-être de ces échanges, on voit que la gestion des habilitations est un processus qui est en pleine mutation, en pleine évolution. Maintenant, la gestion est plutôt centralisée. Donc, on va gérer les habilitations de manière centralisée, on va les pousser aux différents outils, ce qui permet de s'assurer que les bons droits et rôles sont transmis. Mais également, comme tu le disais, Chloé, on a une notion de fonction dans l'entreprise qui peut attribuer les habilitations. Donc, on peut lier la fonction, le poste d'un collaborateur, à un certain nombre d'habilitations qui sont transmises, ce qui permet, lorsque le collaborateur change de poste ou change de fonction, d'automatiquement, mais de limiter justement les habilitations et la visibilité sur les deux. On va conclure sur ce sujet-là en disant, oui, c'est vrai, il faut donner des habilitations quand il s'en va sur un autre poste, mais il ne faut pas oublier d'aller lui enlever les habilitations qu'il avait sur son ancien poste. Et c'est ça qui arrive souvent, c'est qu'on se déplace dans l'organisation, puis on accumule les droits d'accès, puis on ne se fait pas retirer les droits d'accès au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment important.
Processus de collecte de données. Effectivement, c'est un processus très important également. On doit collecter strictement ce qui est strictement nécessaire. Ça peut être assez simple de faire communiquer plusieurs outils et d'avoir une interface standard qui envoie toutes les données RH d'un seul coup. Donc, ce n'est pas du tout une bonne pratique puisque finalement, on va envoyer des données qui ne sont pas forcément utilisées et qui ne doivent pas forcément être visibles par les utilisateurs d'une autre application. Donc, dans la logique, on doit toujours s'assurer que l'on collecte et on envoie uniquement les données qui sont nécessaires à l'utilisation. Également, on va au maximum éliminer la saisie sur papier ou les fichiers non sécurisés. Je pense qu'on en a beaucoup parlé depuis le début. On va surtout encrypter. On a 2 outils qui communiquent. On va s'assurer que d'une part, ces 2 outils, de leur côté, sont entièrement sécurisés. Et lorsqu'on envoie des données d'un outil à un autre, que toute la portion est sécurisée. Finalement, on va créer une sphère sécurisée au sein de l'architecture SI d'une entreprise. On va identifier la provenance des données, puisque certaines données sont reçues par l'informatique de manière automatique, mais également, on peut recevoir des données qui sont saisies. On a beaucoup parlé du recrutement, mais c'est également le cas pour les entretiens, c'est également le cas pour la santé-sécurité, qui contient des données extrêmement sensibles. Donc, il faut identifier la provenance des données pour s'assurer que, quelle que soit la provenance, ces données sont sécurisées. Et finalement, oui. Vas-y. Et finalement, le but, c'est d'avoir des systèmes sécurisés pour la saisie des données, mais également pour le stockage des données. Ici, on parle aussi de certification, on parle de disques durs, on parle de serveurs qui sont encryptés et qui permettent de s'assurer que les données stockées quelque part sont en sécurité. La partie SI est très importante, la partie processus est très importante. Mais il faut également sensibiliser, et ça on va le répéter je pense sur chaque slide, sensibiliser et former tous les employés sur les processus. À partir du moment où une fuite est identifiée, quel que soit l'employé qui a un doute, il doit savoir qu'il y a un process, il doit savoir qui est l'interlocuteur pour pouvoir remonter ce risque identifié. Je pense qu'un des éléments qu'on va retrouver sur d'autres slides, on arrive, il nous reste pas beaucoup de slides, là, mais c'est la traçabilité des données, c'est-à-dire traçabilité des accès, qui a accédé, qui a transféré, qui a lu, qui a supprimé, qui a modifié. Donc ça, c'est énorme pour réussir à gérer des données personnelles et être capable de se faire auditer et de dire, regardez, notre situation est propre. OK, dans le cadre pour manipuler les données. Donc finalement, on en a pas mal parlé et tu viens juste d'en parler aussi, Patrice, précédemment. Donc un cadre finalement propre pour aller manipuler les données, donc à l'intérieur d'un système sécurisé avec des accès restreints. Donc qui doit voir quoi, qui a accès à quoi, vraiment se poser toutes ces questions-là et mettre en place en fait tout ce système de sécurisation de données. Réduire bien évidemment au maximum le nombre d'informations. Puis tu parlais tout à l'heure de visibilité sur qui a fait quoi, c'est exactement ça aujourd'hui. Notre action intéressante, c'est d'aller journaliser les actions et d'identifier les auteurs des manipulations. On a pas mal finalement parlé de qui était destinataire de la donnée, mais c'est important d'aller aussi connaître le créateur de la donnée parce qu'il fait partie de la chaîne finalement de cette gestion de données personnelles. Donc c'est important d'identifier tous les acteurs dans cette chaîne-là et d'avoir en fait finalement des outils qui vont vous permettre d'identifier les auteurs des manipulations et des différentes actions qui auraient pu être menées sur cette donnée. Et bien évidemment, on va continuer tout au long à former les employés sur des processus. Ça, on en parle et on en reparle, mais c'est vraiment important parce que c'est comme ça que vous allez sensibiliser l'ensemble des personnes finalement qui sont amenées à gérer ces données-là, à être conscients qu'ils gèrent de la donnée personnelle. OK. Cadre pour échanger et partager des données. Exactement, on a parlé d'échange entre outils, d'échange de données entre 2 outils de manière sécurisée, mais l'important aussi, c'est de pouvoir échanger des données lorsqu'on en a besoin entre 2 employés. Donc, on a souvent parlé des échanges par courriel qui peuvent amener un certain nombre on peut se tromper, il peut y avoir des dérives. On se rend compte que de plus en plus, on se tourne vers des messageries sécurisées qui sont internes. On va retrouver des messageries internes à un SIRH et des messageries qui sont totalement sécurisées. On va centraliser les données au même endroit, puisque finalement, ces données sont déjà au sein du SIRH. On va simplement faire appel et faire communiquer des employés qui ont besoin de travailler ensemble. Le désavantage, c'est qu'on aura une traçabilité. On est sur un dossier, on est par exemple sur un dossier d'accident de santé-sécurité. On a la possibilité,
en tant que collaborateur, j'ai besoin d'une information. Au lieu de faire un courriel avec des éléments sécurisés sur l'employé pour pouvoir l'identifier, en étant sur le dossier, je peux faire appel à un autre collaborateur pour qu'il puisse venir sur ce dossier, intervenir et me donner les informations. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, si on recherche le pourquoi du comment, on a la traçabilité et on sait pourquoi on a effectué cette action. Donc, les systèmes d'encryption de messagerie au sein des outils sont très, très intéressants pour ce genre de choses. Maintenant, toujours garder en tête qu'on doit échanger ce qui est strictement nécessaire. Pourquoi est-ce que j'échange la donnée? Est-ce que c'est nécessaire, même si on travaille sur la santé-sécurité, est-ce que c'est nécessaire d'envoyer le numéro de sécurité sociale, le NAS par exemple, aux collaborateurs? Donc c'est là où on doit sensibiliser, donc on en a beaucoup parlé, sensibiliser et former tous les employés sur la sécurité des données. Oui, souvent, même si on parle d'accident de travail, quand on a des descriptions d'accident de travail, on peut mettre des fois des diagnostics ou des trucs comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on met dans les systèmes parce qu'après, c'est des données qu'on va diffuser parce qu'on veut faire de la prévention. Bref, il y a une sensibilité à y avoir de ce côté-là également. Et le cadre pour conserver et détruire les données, on en a parlé, ça se recoupe, donc, mais il faut absolument que vous établissiez des politiques là, pour anonymiser les données le plus tôt possible, les supprimer si c'est possible, définir des politiques de destruction de données. Donc après, sur chacun des sujets, chaque donnée personnelle que vous avez, il faudrait pouvoir mettre une date de péremption dessus puis dire à partir de telle date, cette information-là, on la supprime ou elle doit être anonymisée pour vous protéger de fuite. Conserver uniquement les données dans les délais légaux. Évidemment, vous allez essayer de conserver les données pour des fins de statistiques aussi. Donc, c'est pour ça que l'anonymisation va vraiment, je pense, devenir pas mal la norme parce que c'est un autre sujet, mais il y a l'intelligence artificielle qui est dans le décor des RH parce qu'on a beaucoup de données dans les RH. Et si vous voulez éventuellement utiliser l'intelligence artificielle, ça va vous prendre des données. Donc, si on supprime les données, ça peut nous causer un problème parce qu'on élimine des données qui nous empêchent d'utiliser de l'intelligence artificielle. Donc, on risque de parler plus d'anonymisation dans la mesure du possible. Évidemment, encore la formation. Donc, merci Marc-Antoine, merci Chloé. On va faire une petite conclusion. En fait, ce qui est important pour nous, là, on en a parlé, Chloé, Marc-Antoine et moi, on disait, ce qui est important, c'est de positionner, il faut que les services RH se rendent compte, oui, il y a un projet de loi, c'est super, c'est un cadre législatif à respecter, mais il y a une manipulation de données personnelles. Le cadre législatif va nous forcer tous et va forcer l'organisation à se concentrer là-dessus, à dire qu'est-ce qu'on fait avec ces données personnelles-là. Nous, on a vu l'impact on a parlé du RGPD au début parce qu'on a pu vivre l'expérience de la mise en place d'une loi ou d'un règlement général de protection des données. Et ça a eu beaucoup d'impact dans les organisations. Et on croit que les services RH doivent absolument s'impliquer immédiatement. Les services informatiques, naturellement, ça va être les gens de l'informatique qui vont dire « OK, on s'occupe de la sécurité informatique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. » Mais ils vont arriver en disant « OK, on va aller chercher une certification ISO 27001. On va demander à nos fournisseurs d'avoir des certifications SOC 2 type 2. » Nous, on travaille sur ces certifications-là parce qu'évidemment, de plus en plus de gens nous demandent ces certifications-là. On a des certifications d'hébergement de données de santé en Europe. Mais vous avez beau travailler avec des fournisseurs qui ont toutes les certifications possibles. Si dans vos services, si dans votre département, si dans votre organisation, vous n'avez pas communiqué correctement, vous n'avez pas sensibilisé suffisamment sur la protection des données personnelles, on peut mettre tous les systèmes en place, mais il va y avoir des échanges de courriels avec des données confidentielles qui vont se produire. Il faut absolument vous positionner dans l'organisation là-dessus pour que vous soyez un des référents. Souvent, comme je disais au début, on va retrouver les RH, la direction générale, puis les services informatiques qui vont protéger les données personnelles, qui vont en faire une mission, qui vont dire à leurs employés, bien, écoutez, vous nous donnez des informations, elles ne seront pas diffusées, on va les protéger du mieux qu'on peut. C'est évidemment pour le travail que vous faites avec vos employés, mais c'est également un risque réputationnel important. On le sait, il y a des entreprises qui ont eu des fuites de données.
c'est difficile, ça coûte cher à l'organisation au niveau réputationnel. Ça aussi, c'est pas à négliger. Donc, il faut tout mettre ça en perspective. Je pense qu'il faut plonger dans le sujet. Il faut réfléchir, mettre en place des processus cohérents sur la manipulation de données personnelles. Puis, idéalement, ne faites pas ça demain ou après-demain, commencez maintenant. Donc, c'est un peu le message qu'on avait à vous passer aujourd'hui concernant la manipulation des informations personnelles. Messieurs Carlet et Poirier, merci pour cette conférence, ainsi que Mme Vadet. Et nous passons à la période des questions avec une première question. Qu'en est-il de l'hébergement des données sur une plateforme infonuagique telle que Microsoft Cloud, sachant que cette plateforme est largement utilisée et située aux États-Unis? En fait, Microsoft, nous, on travaille beaucoup avec Azure, en fait, qui est leur plateforme d'hébergement. Ils offrent des hébergements de données aux États-Unis, évidemment, mais ils offrent des hébergements de données dans chacun des pays, pas dans chaque pays, mais en tout cas, au Canada, on a la chance d'avoir des entrepôts de données d'Azure. Et en Europe, dans plusieurs pays, il y a des données qui sont hébergées. Donc, les données, par exemple, chez Sigma, je peux vous parler de Sigma, les données ne sont pas hébergées aux États-Unis. Elles sont hébergées soit au Canada, un entrepôt à Québec, une redondance à Toronto, et soit en France pour les données européennes, Paris et dans le sud de la France, je crois. Donc, évidemment, on cherche à ne pas mettre les données aux États-Unis parce qu'il y a des législations qui sont un petit peu intimidantes, finalement, sur l'accès des données personnelles. Mais avec un hébergement dans les pays où on utilise l'application, on ne voit pas de problème. On n'a jamais eu de sollicitation, on n'a jamais eu de sollicitation pour accéder à ces données personnelles-là du gouvernement américain. Il faudrait que ce soit vraiment dans une situation exceptionnelle que ça pourrait se produire. Combien d'années devons-nous conserver un dossier d'un employé terminé? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Comme j'ai mentionné, on ne voit pas exactement ce qui va se produire avec PL 64. Il y a différentes exigences sur différents sujets qui vont bouger. Donc, probablement que le relevé de salaire, le relevé de paie va avoir une date de péremption. Il va y avoir une jurisprudence qui va s'établir là-dessus. On n'a pas vu clairement de définition là-dessus. C'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui. De combien de temps disposons-nous pour nous préparer à nous conformer aux nouvelles réglementations? Bien, la nouvelle réglementation n'est pas encore en vigueur, donc on n'a pas de plan de match là-dessus. On voit qu'il y a un projet de loi qui avance bien, qui a quand même un appui de tous les partis, donc ça avance très rapidement. On n'a pas d'informations sur le temps, le délai qu'on a pour mettre ça en place, mais je vous assure que ça arrive. Vous êtes mieux de commencer tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Il y a du travail de commencer à vous inspirer des bonnes pratiques et regarder qu'est-ce que vous manipulez comme données. C'est pas le projet de loi, ça doit devenir un prétexte, en fait, pour s'en préoccuper. Mais le projet de loi, il n'est pas important. Il faut protéger les données personnelles parce que vous avez un risque réputationnel déjà existant. Puis, donc, le projet de loi, c'est un prétexte. Moi, je commencerai tout de suite à regarder déjà le projet de loi. Et il y a des super liens qu'on a mis dans notre présentation de différents cabinets d'avocats qui vous donnent des explications sur chacun des articles proposés. On vous suggère vraiment de les regarder, mais c'est un prétexte. Là. Il faut mettre ça en place tout de suite. De toute façon, si vous essayez d'aller travailler ailleurs qu'au Canada, vous allez vous confronter au même type de réglementation dans chacun des pays où vous allez aller, en tout cas dans les prochaines années. Dès que vous allez en Europe, vous êtes confronté au RGPD. RGPD, PL 64, c'est très, très semblable. Très, très semblable. Après combien de temps d'inactivité des données devrions-nous les détruire? Ça revient un peu sur le sujet qu'on avait plus tôt en France, en Europe, en fait. Après, c'est combien d'années, Marc-Antoine, sur les CV? En fait, effectivement, il est nécessaire d'avoir un peu un détail des données. Tout dépend de la donnée utilisée. Si on est sur des données de candidats, on va parler de 2 ans. Après 2 ans d'inactivité, c'est des données que l'on doit effacer.
Si on est sur des données de paye, sur des données légales, réglementaires, on va parler plus de 5 ans d'inactivité. Ensuite, pour les autres données, à partir du moment où l'employé est inactif, on va plus parler de 3 ans. Donc, tout dépend du niveau de la donnée en question. Donc, on peut avoir différentes possibilités. Mais ça, ce détail-là, aujourd'hui, il n'est pas connu. Il y a sans doute des informations qui sont connues sur certaines données très spécifiques, mais on pense que on va établir un barème assez rapidement. Donc, il faut juste se donner des outils pour dire, OK, par exemple, on peut parler de Sigma RH. Dans nos outils, on va dire, OK, telle donnée après 3 ans, elle se détruit. Telle donnée après 2 ans, elle se détruit. Maintenant, on va arriver à l'anonymisation des données dans certains cas. Donc, c'est d'avoir des outils qui sont flexibles, qui vont réussir à s'adapter également aux évolutions de jurisprudence et de réglementation. Vous avez mentionné le risque d'utiliser des fichiers Excel. Avez-vous d'autres suggestions? Bien, écoutez, on peut utiliser des fichiers Excel, mais l'utilisation de fichiers Excel, elle doit être, il faut qu'on les dépose dans un environnement sécurisé, qu'il y a des droits d'accès dessus qui sont limités. Des fichiers Excel, le problème, ce n'est pas de l'utiliser, je pense, dans le service RH ou à des fins personnelles. Le problème, c'est d'en avoir partout dans l'organisation. Donc, vous retrouvez à avoir des fichiers Excel dans chacun des services parce que, je ne sais pas moi, un des chefs de service a besoin d'avoir sa liste d'ancienneté avec des numéros de téléphone. L'autre a besoin d'avoir une autre information. Donc, tout le monde a plein de fichiers, donc finalement, qui sont distribués dans l'organisation. Écoutez, une des solutions, puis c'est certain qu'on prêche pour notre paroisse, mais c'est d'utiliser un système d'information centralisé qui va contenir ces informations-là, sur lesquelles vous allez donner des droits d'accès. Et vous allez donner des droits d'accès très limités. Comme je disais, on donne le droit d'accès le plus limité possible sur les données que les gens ont besoin de voir. Et dès qu'il y a un changement de poste, la personne quitte l'organisation, le droit d'accès est enlevé. Donc, ça va tout de suite fermer les portes. Si vous distribuez des fichiers Excel, la personne quitte, elle peut partir avec son fichier Excel sur une clé USB. Elle peut avoir envoyé par email les informations personnelles. Donc, c'est toujours l'idée, c'est de limiter au maximum la diffusion d'informations personnelles. Donc, on comprend très bien le besoin d'utiliser les fichiers Excel. Si vous le faites, limitez vraiment les données que vous introduisez là-dedans. Donc, surtout pas mettre de numéro d'assurance sociale, surtout pas mettre d'informations qui pourraient nous aider à identifier très facilement le salarié avec des rémunérations, des choses comme ça peut devenir problématique. Est-ce que le projet de loi relevant du fédéral C11 dictera les mêmes mesures que celui du provincial? Ça se ressemble beaucoup, mais c'est plutôt sur les données privées. Donc, on le voit plus sur les données privées, mais c'est inspiré du RGPD également. C'est vraiment sur les mêmes principes, puis ils sont vraiment alignés. Le projet de loi 64 qu'on a le plus regardé de notre côté se concentre vraiment sur les entreprises, la protection des données en entreprise. Est-ce que les informations des contacts en cas d'urgence devraient être sécurisées au RH seulement ou peuvent-elles être visibles aux gestionnaires sur un site SharePoint? Écoutez, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a des informations comme celle-là qui devraient être disponibles à des personnes limitées. Je ne pense pas que ça doit être disponible à tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir un certain... Comme il y a des responsables en cas d'urgence, en cas d'incendie, par exemple, dans une entreprise, il devrait y avoir des gens qui ont accès à ces informations-là. Mais je ne peux pas me prononcer en termes juridiques là, sur la possibilité d'autorisation de diffuser ces informations-là de façon large. Qu'en est-il des processus ou plateformes pour les lanceurs d'alerte? Avez-vous des recommandations de plateformes ou de processus? Bien, pourquoi pas vous créer dans votre système d'information RH, dans un portail d'employés, d'avoir un système de gestion de tickets qui permet à un employé d'ouvrir une demande ou de mentionner qu'il y a une anomalie ou qu'il y a une anomalie de sécurité. Donc, mettre en place un système informatique pour le faire, je pense que ça pourrait être une façon. De toute façon, ce qu'il faut, c'est établir le processus
le communiquer. Après, les gens, s'ils connaissent le processus, ils vont l'utiliser, que ce soit dire, chez nous, c'est d'envoyer un email à telle adresse. Ça peut fonctionner. Peut-être mettre, comme je disais, sur un portail de l'entreprise, d'un formulaire permettant de déclarer une fuite de données. On peut assurer, même si c'est fait par un portail, on pourrait assurer le dépôt anonyme de la plainte. Mais effectivement, en fait, la clé, c'est faut mettre un processus en place, il faut le communiquer, il faut qu'il soit accessible. Donc après, est-ce qu'on veut qu'il soit anonyme ou pas? À mon avis, il faut donner la possibilité aux gens de rester anonymes pour que ça soit le plus transparent possible. Donc, une boîte courriel... une boîte courriel va permettre d'identifier souvent l'origine, donc à moins que la personne utilise un courriel particulier. Moi, je garantirais sur le portail des employés un formulaire où on dit que c'est complètement anonyme puis qu'on le fait valider avec les représentants des employés pour dire, regardez, le formulaire il est anonyme, on ne sait pas d'où ça vient, on n'a aucune idée, on ne conserve pas cette information-là. Je pense que ça pourrait être une bonne piste. On utilise plusieurs logiciels pour gérer nos processus RH et on ne peut pas être derrière chaque utilisateur de chaque système pour s'assurer que tous respectent les meilleures pratiques de sécurité. Que faire? On en a un peu parlé. En fait, il faut diminuer le nombre de systèmes. Je pense que ça, c'est vraiment... Il faut diminuer le nombre de portes. Donc, limiter le nombre de systèmes informatiques qui sont rendus disponibles, contrôler les accès, assurer une traçabilité. Donc, c'est-à-dire que les systèmes informatiques aujourd'hui, normalement, vont vous permettre une journalisation de ce qui se passe dans le système. C'est-à-dire qu'on est capable de voir qui ouvre des dossiers, qui modifie des dossiers, qui supprime des dossiers, c'est ça, juste consulter un dossier. Donc, de faire des audits à quelques moments dans l'année, donc le responsable de la protection des données, vous allez arriver à ça en disant, OK, là, si on veut augmenter le niveau, on a mis des processus en place, maintenant, il faut les contrôler, nos processus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des contrôles sur qu'est-ce qui a été fait sur qui a consulté les dossiers d'employés, le dossier de tel employé dans la dernière année. Et là, on peut remarquer éventuellement qu'il y a des récurrences. Maintenant, il y a même des outils informatiques qui vont prendre ces journaux-là de navigation dans les outils informatiques, qui vont les analyser puis qui vont trouver pour vous les choses anormales. Donc, une personne qui consulte beaucoup de dossiers d'employés, par exemple, ou qui fait de l'extraction de données, ça peut vous envoyer des alertes. Donc, il y a des outils de sécurisation et c'est là que ça devient intéressant de travailler avec les responsables des systèmes informatiques parce qu'ils sont capables de mettre en place des outils d'analyse des journaux qui vont vous produire des alertes, qui vont... Peut-être que ça va être des faux positifs, c'est-à-dire que vous êtes avisé qu'il y a une anomalie, vous la regardez, vous dites non, ce n'est pas une anomalie, mais au moins vous avez regardé la situation. Et je pense limiter le nombre de systèmes et assurer de regarder les journaux ou de faire analyser les journaux par des outils externes. Là, on est vraiment rendu dans des niveaux très élevés de sécurisation. Merci, M. Poirier. C'est ainsi que se termine la première conférence. Madame Vadet, M. Poirier, M. Carlet, nous vous remercions pour cette intéressante conférence.